Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Yacine Regreki. Il est expert en FinTech et Chine chez Deloitte, mais surtout c'est un ancien d'Alibaba. Il a travaillé pendant plusieurs années chez Alipay, mais surtout, je le rappelle, il a des talents artistiques parce que il a chanté devant 60 000 personnes lors d'une réunion annuelle organisée par Alibaba. Yacine, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, vous êtes expert FinTech et Chine chez Deloitte. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre travail chez Deloitte? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup Camille pour l'invitation. Oui, vous parlez couramment le chinois, hein, on y reviendra. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, brièvement, ce que je fais chez Deloitte, je travaille pour la branche conseil de Deloitte, comme vous le savez. Conseil, Deloitte a énormément de métiers. Le conseil est un des métiers de Deloitte, où je suis principalement chargé de la FinTech et de la Chine. Donc la FinTech, principalement, j'accompagne et on accompagne des acteurs financiers et non financiers. Lesquels, par exemple? Ça peut être des banques, ça peut être des assurances, ça peut être des retailers, etc. Des acteurs du secteur public également, sur leurs enjeux stratégiques opérationnels. Et moi, je suis plutôt spécialiste des sujets de paiement, donc FinTech. Paiement, FinTech, ça veut dire le paiement sur mobile. Est-ce que je peux comprendre comme ça? Ça peut être le paiement sur mobile, le paiement, aussi les process de paiement, le paiement avec la reconnaissance faciale, la biométrie, etc. Donc, il y a énormément de façons de payer finalement. C'est ça. Et on essaie d'accompagner ces acteurs-là dans leurs enjeux de transformation digitale liés au paiement. Oui. Donc ça, c'est pour la partie FinTech. C'est ça. Et ensuite, il y a une partie Chine. Et en fait, c'est surtout un retour d'expérience que j'essaie d'apporter d'après mes années passées en Chine auprès de chefs d'entreprise ou encore d'acteurs comme des écoles ou des universités, etc., qui veulent s'inspirer des modèles chinois. Donc ça passe par des conférences, ça passe par des interviews, ça passe par des séminaires, des ateliers, etc., pour pouvoir s'inspirer de la Chine et voir ce qu'on peut apprendre de la Chine. Mais pour ce segment d'activité-là, ça n'a rien à voir avec FinTech alors, du coup? Bien sûr, ça peut être aussi la FinTech parce que la Chine est largement en avance par rapport au reste du monde, par rapport à la FinTech. Donc les dirigeants français, européens sont curieux de savoir un peu quels sont les secrets de réussite de la Chine à ce niveau-là. Donc j'essaie aussi d'apporter un peu mon expertise sur ce sujet-là. Et ça passe principalement par des conférences et d'autres types de débats qui sont organisés. Parce que vous avez travaillé combien d'années? 8 ans en Chine, c'est ça? Au total, 6 ans. 6 ans, hein. Donc 2 ça ans. fait un bail quand même. Hein. C'est vrai. C'était votre première expérience du travail? Exactement. Donc j'ai commencé ma carrière en Chine. En Chine. Waouh, on y reviendra. Hein. Avec plaisir. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est la FinTech? Parce que c'est plus ou moins technique. Bien sûr. En fait, FinTech, très simple. FinTech, donc finance, technologie. Déjà, la technologie, c'est pas facile à comprendre. La finance, encore moins, ou vice-versa. Alors, c'est quoi concrètement? Pour le définir en une phrase, je dirais que c'est plutôt les différentes manières, grâce à la technologie, d'améliorer les services financiers. En fait, c'est donc technologie financière, FinTech. Utiliser les technologies pour améliorer les services financiers. Exactement. Ouais, je comprends. Donc, généralement, il y a différents types de FinTech. On a les FinTech de paiement, les FinTech de financement, les InsurTech, donc c'est les FinTech d'assurance. Assurance aussi. Hein, Donc en fait, il y a différents types de FinTech. Les plus connus sont les applications ou les FinTech de paiement. On parle en France des Lydia, de LivePay, etc. et d'autres acteurs de FinTech qui sont de plus en plus nombreux. En France, on en a plus de 700 qui existent sur le marché. 700 FinTech. Et on en a de plus en plus parce que le marché est très favorable et parce qu'il y a les réglementations qui sont là pour justement mettre un rythme à ces évolutions-là. Et quand vous parlez de 700 acteurs de la FinTech en France, vous faites surtout référence à des gens qui installent des logiciels de FinTech ou qui les utilisent? Pas forcément, ça peut être des... Donc j'avais évoqué les FinTech de paiement, d'investissement, etc. Vous avez aussi les crowdfunding, donc ça peut être du front,
c'est-à-dire ça peut être une interface, comme ça peut être du back, c'est-à-dire qui vient s'insérer dans les logiciels bancaires pour justement améliorer la façon d'utiliser ces applications-là, de par donc le B2B et le B2C. En fait, on a différentes manières justement d'utiliser ces fintechs-là. Mais ça veut dire que Deloitte, c'est l'un de ces 700 acteurs, c'est ça? Alors, non, mais Deloitte, disons, essaie d'accompagner ces transformations. Bien sûr, Deloitte accompagne les grandes banques françaises sur ces enjeux de transformation, mais aussi d'autres acteurs comme les retailers, les grands marchands, etc. Bien sûr, on publie régulièrement des études sur les fintechs, donc ça peut bien sûr aider les banques dans leurs décisions. En effet, c'est des études de marché, c'est des rapports, c'est ça? Exactement, donc je peux vous donner peut-être un chiffre qui peut vous aiguiller par rapport à ça. Donc d'après une dernière étude qu'on a publiée, le baromètre des fintechs de Deloitte, on voit que 10% des personnes en France possèdent un compte 100% en ligne, un compte bancaire 100% en ligne. 10%, hein. Voilà. Ah oui. Et ça évolue. Il y a un an, on parlait que de 7%. Donc en fait, on voit aussi ici qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce qu'on appelle des néobanques ou des services assez innovants des banques et des services financiers. En effet. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement le rôle que joue la Chine dans le domaine de FinTech? Bien sûr, donc la Chine, il faut la voir comme peut-être un pionnier dans les nouveaux services financiers, parce que bien sûr on a entendu parler de PayPal, d'American Express, des géants américains qui se sont lancés dans les fintechs auparavant, mais aujourd'hui la Chine est la plus développée en termes d'innovation. Aujourd'hui c'est même possible de payer avec son sourire en Chine, il y a de plus en plus de magasins qui acceptent le paiement. Son sourire, hein. C'est-à-dire vous souriez. Exactement. Et en fait vous souriez devant la caméra, voilà, devant une caméra et pof. Et le toutes paiement vos est données effectué. s'affichent. Ah, le paiement est effectué. Exactement. Wow. Et en fait, ça, disons, avant, on était habitué à payer avec une carte bancaire ou avec du cash. Aujourd'hui, en Chine, on n'a même plus besoin de notre téléphone pour payer. On a juste besoin de notre visage, naturellement, pour Parce pour qu'en effectuer le paiement. France, on dit souriez, vous êtes fiché. Là, on peut dire souriez et Vous avez payé. vous avez payé. C'est incroyable. Exactement, exactement. Oui. En fait, ça rend le paiement plus invisible parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils veulent plus penser au paiement. On le voit avec Uber. Quand vous prenez Uber, vous ne pensez plus au paiement parce que le paiement est intégré dans l'application. Et aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs souhaitent rendre ce paiement invisible. Vous le voyez avec notamment des acteurs comme Hema Fresh Hippo en Chine, qui appartient au groupe Alibaba. Vous en savez bien plus que moi, hein, franchement. Oui. Qui permet justement de payer aussi avec les applications Alipay. Il y a aussi le concurrent qui est WeChat, mais on pourra y revenir plus tard aussi. Alibaba et Tencent ont développé leur propre technologie d'intelligence artificielle, donc de reconnaissance biométrique, faciale. Après, il y a d'autres acteurs qui viennent s'intégrer aussi dans cet écosystème-là. On parle de Baidu, on parle de ByteDance. On parle de Xiaomi, Huawei, etc. Les gens s'engouffrent. Bien sûr, parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est là où ils commencent à investir un maximum d'argent, des milliards de dollars, parce que c'est la technologie du futur. Ouais. Et c'est ça qui va vraiment révolutionner nos usages au quotidien. Est-ce qu'on connaît le nombre d'acteurs chinois sur ce domaine-là? Alors, il y en a plusieurs dizaines. Parce qu'en dizaines. France, vous disiez tout à l'heure, 700 c'est beaucoup. Pour les fintechs, effectivement. Oui. En Chine, on en a, disons, plus d'une centaine. Par contre, le marché est dirigé par deux grands acteurs, qui sont Alipay et WeChat, qui détiennent plus de 80% des parts de marché de paiement mobile. 80%, ouais. Ce qui est assez énorme, parce que tout le monde, finalement, en Chine, va utiliser soit Alipay, soit WeChat pour payer. Par contre, il y a de nouveaux acteurs. On parle de Huawei qui va lancer sa solution de paiement. On parle de UnionPay, qui va aussi lancer sa solution de paiement, au-delà d'être uniquement un schéma bancaire, un peu comme carte bancaire en France ou Visa Mastercard. Donc aujourd'hui, on peut dire que UnionPay va aussi lancer sa solution de paiement pour rivaliser avec Alipay ou WeChat sur le marché chinois. Il y a beaucoup de concurrence. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Et en fait, on remarque de plus en plus que d'autres pays essaient de s'inspirer de la Chine. On le voit avec Facebook, avec Google, avec d'autres gros acteurs américains qui essaient de comprendre comment fonctionnent les modèles chinois et comment on pourrait s'en inspirer. Pas les copier, bien sûr, mais comment on pourrait
tirer profit de cette réussite, parce que c'est certes une réussite. Ça veut dire que la Chine, elle est vraiment leader en la matière. Hein. Mais où se situe la France par rapport à la Chine? Alors, il faut pas penser que la France est vraiment derrière, au contraire, elle est vraiment en avance. Elle n'est pas au niveau de la Chine, pas encore, mais il y a beaucoup d'innovations qui sont présentes en France. On parle des Lydia, on parle de l'IFP, comme je l'ai évoqué, mais aujourd'hui on voit que les réglementations sont très favorables, que l'écosystème est très favorable. On voit de plus en plus d'investissements qui sont de plus en plus importants en France. On voit même les géants de la tech étrangers qui investissent dans les entreprises des fintech françaises. On pense notamment à Tencent qui a investi dans Lydia dans Conto. Ou encore, on voit aussi de plus en plus d'autres événements qui sont organisés en France sur les fintech. Paris Fintech Forum, par exemple, qui est là justement pour favoriser l'entrepreneuriat autour des fintech. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de projets communs entre la France et la Chine dans ce domaine-là? C'est ça qui nous intéresse, nous sommes un média franco-chinois, donc tout ce qui est collaboration bilatérale, ça nous intéresse. Alors oui, il y a énormément de partenariats qui sont effectués. Je peux prendre l'exemple d'Alibaba, plutôt Ant Financial, Mai Jingfu, en chinois, qui fait un partenariat notamment avec des banques françaises. Françaises lesquelles alors? Des grandes banques, BNP Paribas par exemple, BPCE, etc., pour permettre aux touristes chinois d'accepter les moyens de paiement, de pouvoir payer avec leurs moyens de paiement chinois en France, et permettre à ces banques-là d'utiliser. Au-delà de ça, on voit aussi l'IFPay, qui a fait un partenariat avec Alipay, permettre aux Chinois d'utiliser Alipay dans les Franprix, par exemple. Donc là aussi, un autre modèle de développement de partenariat. Aujourd'hui, le paiement n'appartient plus aux banques uniquement, et que tous les autres acteurs, que ce soit des acteurs du retail, des acteurs du secteur public, veulent aussi offrir leur propre solution de paiement. On le voit notamment avec Google qui offre sa solution de paiement, Uber qui offre sa solution de paiement, et en fait, tous les autres acteurs pourraient offrir ces solutions. Leclerc aussi. Et en fait, le paiement, finalement, c'est le point de départ de l'expérience client, et c'est ce qui permet finalement aux marchands de déclencher entre non-client et client. Parce qu'une fois que le client paye, c'est un client. Autrement, ça ne l'est pas. C'est ça. Ouais. Alors maintenant, on va revenir sur votre expérience en Chine, brièvement, bien sûr. Avec plaisir. Alors, vous avez commencé chez Alibaba, c'est ça? Non. Comment ça s'est passé alors? Alors, je suis arrivé à Shanghai pour la première fois en 2012. 2012. Où j'ai travaillé pour une start-up chinoise qui s'appelle toujours Shanghai Connector, où j'étais le bras droit de la fondatrice pour pouvoir, prendre soin d'une database de professionnels qui étaient en Chine, donc organiser des événements, les faire rencontrer, etc. Et en fait, ça m'a permis d'adorer la Chine parce que j'ai pu découvrir à quel point il y avait des opportunités, à quel point le business en Chine était merveilleux et différent, à ce point-là, différent du reste du monde. Et en fait, j'ai par la suite intégré une autre start-up qui venait d'être créée. C'est une start-up de crowdfunding, donc pour lever des fonds en ligne. Et ça m'a donné envie de créer ma propre start-up. Et c'est en fait un e-commerce. Vous avez pris le virus Exactement. entrepreneurial. Le virus entrepreneurial chinois, et on appelle même ça le rêve chinois. C'est plus le rêve américain, mais on parle plus de le rêve chinois, c'est ça. Donc Mais c'était vraiment un rêve. C'était un rêve. En fait, la première fois quand je suis arrivé en Chine, j'ai vu que c'était différent de tout ce qu'on nous racontait, peut-être dans les médias de manière générale, ou pas différent, mais c'était pas exactement la même chose. Et heureusement, il faut toujours aller vivre et découvrir soi-même. Exactement, donc c'était une découverte. Et en fait, j'ai eu l'occasion de développer un e-commerce avec une partenaire chinoise pour le marché chinois. Donc, c'était des vêtements sur mesure. Donc c'est principalement des costumes, des robes, des jupes, etc. Ça marchait très très bien. Oh là là. Très très bien. On avait plusieurs dizaines de milliers de ventes qui ont été réalisées. Pour le marché chinois, bien sûr comparé à Alibaba ou à d'autres acteurs du e-commerce, c'est très peu. Par contre, c'était notre propre marketplace, on était très contents, notre propre marque. Et on avait 22-23 ans. Donc, c'était une belle école. Belle école, sans avoir d'expérience en mode e-commerce auparavant. Incroyable. Et pourquoi Alibaba alors?
Alors, 2014, j'ai intégré Alibaba parce que justement c'était le plus gros acteur e-commerce et parce que tout le monde. Vous avez envoyé votre CV? Alors non, j'ai été Comment contacté. ça s'est passé alors? Ah bon? Alors, Ils sont venus vous chercher, Alibaba? Ils sont venus me chercher parce que j'étais aussi intégré dans l'écosystème e-commerce en Chine et que je commençais à prendre une place assez importante dans les débats, etc. Vous étiez sur leur écran radar, on va dire. Plus ou moins. Mais j'ai mis du temps à accepter leur offre par contre. Ah J'ai mis bon? 6 mois. Mais une demande d'Alibaba, ça ne se refuse pas. Exactement, c'est pour ça que j'ai pas Vous avez refusé. mis 6 mois à dire oui. Ça veut dire pendant 6 mois, C'était des ils débats ont essayé de... et aussi parce que je travaillais pour ma propre entreprise, donc c'était aussi juridiquement, il fallait aussi gérer cette partie-là. Donc j'ai intégré Alibaba plutôt dans la partie AliExpress, qui est le e-commerce international d'Alibaba, où j'étais chargé du développement international en ligne, plutôt d'aliexpress.com. Ils ont patienté 6 mois. Ils ont patienté 6 mois. Les discussions ont duré 6 mois. Incroyable. Ouais. Et vous avez travaillé au sein d'Alibaba, mais plutôt pour Alipay, c'est ça? Exactement. Donc en fait, 1 an, j'ai travaillé pour AliExpress et ensuite j'ai intégré Alipay en 2015 en tant que premier non-chinois intégré, premier employé non-chinois intégré à Alipay pour développer l'application Alipay pour les non-chinois. Donc en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'application anglaise ni chinois traditionnelle et mon rôle était de constituer cette équipe de plusieurs dizaines de collaborateurs qui lancent, font la promotion, qui permettent de faire connaître de plus en plus l'application Alipay parce que c'est une application que tous les expatriés en Chine aimeraient utiliser. Et donc mon rôle était justement de la développer. Vous parliez chinois au quotidien ou vous parliez anglais avec vos collaborateurs chinois chez Alibaba? Alors je vais vous surprendre parce que en fait, quand j'étais chez AliExpress, je parlais quasi que anglais parce que c'était un environnement international, un site international. Par contre, arrivé à Alipay, étant donné que j'étais le seul étranger, j'étais obligé de parler chinois, obligé. Et en fait, je devais envoyer mes rapports hebdomadaires en chinois, je devais animer des réunions en chinois, je devais manager des équipes. Des réunions en chinois, envoyer des rapports en chinois. Exactement. Et en fait, j'ai dû apprendre déjà chinois couramment? Ah non, j'ai dû apprendre par moi-même et trouver mes propres moyens pour apprendre le chinois. C'est vrai que ça peut surprendre, mais je ne suis pas un génie. C'est surprenant. C'est surprenant. Ouais, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça finalement le chinois. À part les accents. Beaucoup de Chinois parlent le pékinois, beaucoup de Chinois parlent le mandarin avec accent. Hein. C'est pas un souci majeur, franchement. Non. Mais c'est une langue formidable. Et j'essaie de la pratiquer pour ne pas la perdre. Je la pratique quotidiennement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pratiquez le chinois encore? Quotidiennement. Ah oui, en fait, pourquoi vous avez choisi de retourner en France? Alors, c'est pour raisons personnelles principalement, raisons familiales plus spécifiquement. D'accord. Alors, vous avez aussi des talents artistiques parce que, en fait, comment j'ai fait votre connaissance? Je vous ai vu sur LinkedIn et là, j'ai regardé une vidéo postée par... Non, c'est vous qui l'avez posté, une vidéo où on vous voit en pleine interview avec CCTV, la première chaîne de télévision chinoise. Voilà, de toute façon, nos téléspectateurs auront l'occasion de regarder cette vidéo. Et c'était quoi concrètement? Alors, en fait, c'était pendant le sommet du G20 qui avait eu lieu en Chine, à Hangzhou. À Hangzhou, c'est ça, vous étiez à Hangzhou chez Alibaba. Exactement, chez Alipay. Et en fait, la responsable des relations publiques d'Alipay me contacte, me disant que la CCTV avait besoin d'un étranger qui parle chinois pour présenter une des richesses de la ville de Hangzhou. C'est vrai, le thé. Le thé. C'est vrai. Et en fait, le thé, le Longjing, est justement une richesse de la ville de Hangzhou. Et moi, j'étais bien sûr hyper intéressé d'en parler parce que je suis passionné de la culture chinoise et aussi parce que c'est une boisson que je consomme régulièrement, le thé de Longjing, et qui a des bienfaits sur la santé. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai publié sur LinkedIn, et vous en parliez, c'est qu'en fait, ça fait aussi du bien pour la santé. Ça permet de calmer l'anxiété, le stress, surtout pendant la période du Covid, de confinement, etc. Donc c'était un excellent remède pour plusieurs personnes. Moi, je bois du thé régulièrement, parce qu'il paraît que c'est anti-cancer.
Effectivement. Surtout le thé vert. Hein. Exactement. Voilà. Alors, quand je suis allée à Hangzhou en 2018, hein, c'était quelques années après vous, j'ai découvert justement la culture du thé chez Hangzhou. Et j'ai eu l'occasion de me rendre chez Alibaba, mais je ne vous ai pas rencontré. Et j'ai même pu rencontrer Jack Ma, je lui ai serré la main, je l'ai interviewé. Voilà, donc on a eu une expérience à peu près commune. Hein. Alors maintenant, pour revenir à vos talents artistiques, et j'ai appris que vous aviez chanté devant 60 000 personnes chez Alibaba. Alors, comment ça s'est passé? Alors, comme vous le savez, Alibaba a une culture très forte en interne. Et en fait, ils organisent chaque année ce qu'on appelle le Alibaba Nianhui. Nianhui, donc c'est réunion annuelle. Hein. Annuelle, exactement. Et en fait, c'est pas tous les ans que ça se passe dans des grands stades, etc. Mais cette année-là, en 2017, donc c'était les 18 ans d'Alibaba, j'ai eu l'occasion de représenter l'équipe Alipay. Quel honneur! Bien sûr avec d'autres personnes chinoises, donc j'étais à l'étranger, à devoir chanter dans une chorale chinoise. Donc j'ai chanté 5 chansons chinoises et j'ai dû faire un sketch donc avec en chinois, avec des traits d'humour du nord de la Chine, ce qui bien sûr plaît à l'audience. Et c'était une expérience formidable et j'en retiens de très très bonnes choses. Et bien sûr, Jack Ma était présent. J'ai même dû lui serrer la main juste après pour. Oui. Ouais, il était très content. Il vous a félicité, je pense. Hein. Hello, everybody. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Today, we have a yeah. This one. Come on. This one. Welcome. Thank you. This meeting is a very 的那个什么 Important. Yes. So you're the BU,跟 our 的 BU must fighting together. Hey, 哥们儿，我们还是用中文开会吧。嘿，你会讲中文呐？嗯呐。你的意思，我明白。你的意思就是要协同，对不对 ？Yes. 啊 ，You please. 做一个项目之前，我们一定要找到我们的雏形。没错。对用户和商户要有体感。最重要是找到抓手。嗨，你这中文说的呀，还没有我这英文好。英文学得差，一个传染两。问我怎么办？找老司机呀！走。老司机带我，我要学万一呀！老司机带我，我要懂阿里呀！梦想还是要有的，万一实现带我，阿里里，阿里里，阿里阿里里。你和我的语言可能都不同啊，你和我的文化也是有差异呀，但是我们是。
17点30分。